Il y a deux catégories d'intellectuels en France, ceux qui lisent Péguy et ceux qui en parlent sans l'avoir lu. Lire Péguy, c'est quand même se farcir 3000 pages. On comprend que tout le monde n'ait pas le temps. Mais on aimerait que ceux qui ne l'ont pas lu s'abstiennent de dire des âneries sur cet écrivain libre, hors norme, hors Sorbonne, éditeur solitaire d'une revue sans affiliation ni subvention, et qui en plus est mort pour la France, en laissant derrière lui une veuve et 5 orphelins. Je sais bien qu'il ne faut pas trop demander de gratitude aux enfants gâtés de la Gaule d'aujourd'hui, qui se savent, ou se croient, à l'abri d'une invasion allemande. Mais quand même, un peu de respect ne ferait pas de mal, et quand on ne sait pas, il faudrait peut-être étudier. D'autant que Charles Péguy, c'est d'abord une énigme. Dans sa jeunesse, il est socialiste, athée et internationaliste. À 40 ans, il est catholique et prêt à la guerre contre l'Allemagne. C'est donc un penseur difficile à résumer. Je vais quand même essayer, en quelques dizaines de minutes, de dégager le fil de son parcours et de vous donner une petite idée de son œuvre. La jeunesse de Péguy fut dévorée par la politique. Lui-même le dit. Il s'engage à fond dans la cause révolutionnaire, à laquelle il sacrifie d'ailleurs une carrière universitaire prometteuse, puisque normalien, à 24 ans, il démissionne de l'école et part fonder une maison d'édition socialiste, la Société Nouvelle de librairie et d'édition, pour répandre la bonne nouvelle et pour favoriser l'avènement d'une cité harmonieuse sur la terre. J'emploie des termes un peu chrétiens, mais c'est comme cela que Péguy se représentait les choses et les exprimait. Péguy suit alors avec enthousiasme tous ces intellectuels, professeurs d'université comme Jean Jaurès, que Péguy connaît personnellement, et qui sont les ténors de la cause socialiste. Il croit sincèrement que sous la houlette de ces bons bergers, un nouveau monde, un monde meilleur, un monde de justice, va advenir. Mais il y avait mal donne, parce que ses camarades, très politiques, sont prêts à sacrifier les grands principes pour augmenter leurs chances d'accéder au pouvoir. Ils sont prêts à sacrifier notamment la liberté d'expression. En 1899, pour préserver l'unité de façade du parti, qui allait alors des sociaux-démocrates aux communistes purs et durs, pour employer des termes d'aujourd'hui, les socialistes réunis en congrès décident d'imposer à tous les journaux affiliés, à tous les journaux qui reçoivent un financement du parti, de suivre la ligne officielle fixée par le comité général. Péguy, lui, réclame le droit, comme il le dit, de dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Tout simplement comme un bon médecin qui doit la vérité à son malade, le malade fût-il le Parti socialiste. On lui refuse ce droit, c'est la rupture. Péguy se brouille avec ses associés de la Société Nouvelle, et il part fonder tout seul une nouvelle publication, les Cahiers de la Quinzaine, qui ne recevront aucun subside du parti, mais seront libres. Je cite, « Il avait la liberté dans la peau, dans la moelle et dans le sang, dans les vertèbres. » Fin de citation. C'est ce qu'a écrit Péguy à propos d'une autre personne, mais je trouve que ça s'applique très bien à lui. Commence alors pour Péguy, au pied de la Sorbonne, dans une petite boutique, des années laborieuses et difficiles, où malgré les factures et les dettes qui s'accumulent, et tout en poursuivant sa propre œuvre d'écrivain, le gérant Péguy publiera tous les 15 jours, pour 800 abonnés, bon an mal an, une revue d'information et de réflexion, jusqu'à la mobilisation d'août 1914. Quand Péguy entendait un mensonge ou voyait une injustice,
il ne pouvait tout simplement pas se taire. Pour lui, il n'existe pas de bonne cause qui justifie un mensonge. Si une cause a besoin d'un mensonge pour triompher, c'est qu'elle n'est pas bonne. Maintenant qu'il est libre, Péguy poursuit sa route et il s'écarte de plus en plus de ses anciens camarades. Mais il ne renie pas ses idées, bien au contraire. Dès le départ, le socialisme de Péguy, fils d'un menuisier et d'une rempailleuse de chaises, baptisé dans une petite paroisse ouvrière d'Orléans, était un socialisme enraciné, à la française, un peu anarchisant, tournant autour du petit paysan, du petit artisan, des petits métiers, beaucoup plus proudhonien que marxiste, beaucoup plus médiéval que moderne, moderne étant d'ailleurs une insulte sous la plume de Péguy, moderne voulant dire soumission à l'argent. Alors, en approfondissant son socialisme et en étudiant l'histoire, Péguy s'aperçoit que la chrétienté médiévale était beaucoup plus proche de la cité harmonieuse dont il rêvait à 20 ans que ce monde moderne devant lequel se pâment ses anciens camarades. Comme si le monde moderne, dit Péguy, n'était pas justement le capitalisme et le règne absolu de l'argent. Et il note qu'au contraire, dans l'ancienne France, il y avait un équilibre entre l'argent, la religion, la force et la dynastie, le principe héréditaire. L'argent n'avait donc pas tout le pouvoir, loin de là. Et puis Péguy, par des voies mystérieuses, un peu après 30 ans, retrouve la foi. Il renoue alors complètement avec ses racines françaises, chrétiennes et helléno-latines, dont il redécouvre la valeur. Alors on peut se demander qui a le plus changé, lui, qui a approfondi son socialisme en christianisme et son internationalisme, comme il le dit lui-même, en patriotisme, ou ses anciens camarades qui, une fois qu'ils ont eu les places, ont servi les mêmes intérêts capitalistes qu'ils dénonçaient naguère et sont même prêts, semble-t-il, au besoin, à servir le capitalisme allemand. On peut se poser la question. Péguy, quant à lui, reste Péguy, et donc sa conversion au christianisme ne se traduit bien sûr pas par une soumission aveugle au clergé. Il ironise sur les demi-croyants qui ont honte de leur foi et peur d'être tournés en ridicule par Anatole France, esprit fort bien connu. Il accuse l'Église romaine officielle de complicité dans la déchristianisation de la France. Bref, il se fait encore beaucoup d'amis en très peu de temps dans son nouveau parti. Mais cette perpétuelle apostasie, Péguy la revendique, même si elle lui coûte cher, en abonnés, en amis, en carrière. Il accepte d'en payer le prix de son vivant par la pauvreté et la solitude, et même à titre posthume par la calomnie et l'oubli. Qui parmi nous a eu la chance de lire Péguy au lycée? Ce n'est pas un hasard. Péguy, ce n'est pas un parti contre un autre, ce n'est pas l'homme d'un parti ou d'un autre, c'est, en marge de tous les partis, celui qui rappelle l'exigence du cœur, le principe spirituel face au temporel, l'exigence de vérité, de justice face à la raison d'État, la dignité du pauvre face à l'arrogance du riche, le droit de la petite nation face au grand empire. Dans la lignée d'Antigone, de Jésus-Christ, de Polyeucte, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, Péguy, c'est un mystique égaré au milieu des politiques. C'est d'ailleurs lui qui a rendu fameuse cette opposition entre mystique et politique, en disant que l'affaire Dreyfus, qui avait commencé en mystique, a ensuite dégénéré en politique. Par ailleurs, il ne faut pas se cacher que Péguy avait la plume acérée et qu'il pouvait la tremper dans le vitriol.
Il écrit ainsi en 1913, je cite, « En temps de guerre, il n'y a plus qu'une politique, et c'est Jaurès dans une charrette et un roulement de tambour pour couvrir cette grande voie. » Fin de citation. Autrement dit, Jaurès à la guillotine. Alors aujourd'hui, vivant dans une Europe occidentale qui connaît la paix, en passant une paix exceptionnelle, vieille de 70 ans, qui malheureusement ne sera sans doute pas éternelle, on est choqué quand on lit une phrase pareille. Mais pour rappel, Péguy est né 2 ans après la Commune, qui a vu exécuter 10 000 Parisiens. Son père est mort quand il avait 10 mois, d'une maladie contractée dans Paris affamé, assiégé par les Prussiens. Et lui-même, à partir de 1905, de la crise de Tanger, il sait, comme tous ses contemporains, qu'une nouvelle guerre se prépare et il pressent qu'il n'en reviendra pas. De fait, comme tant d'officiers subalternes, il tombera dans les premières semaines de la guerre de 14. Bref, la vie de Péguy a été encadrée par 2 guerres, une qui lui a tué son père et l'autre qui l'a tué lui. Il en voulait d'ailleurs beaucoup à ceux qui, en 1871, avaient demandé la paix à la Prusse en lui livrant les habitants de la Lorraine et de l'Alsace, alors que les Parisiens, qui avaient enduré un siège terrible pour ne pas se rendre, ne demandaient qu'à se battre. C'est lors de ce siège, on l'a dit, que son père avait contracté une maladie mortelle. Péguy avait donc des motifs personnels de détester les pacifistes et les capitulars, les maîtres de démembrement et de renoncement, comme il les appelait. À cause d'eux, son père était mort pour rien. Voilà pour le temps de guerre. Mais même en temps dit de paix, l'atmosphère était plutôt lourde. Il y eut l'affaire Dreyfus, qui déchira la France pendant 12 ans. En 1905, des anticléricaux qu'on peut qualifier de fanatiques expulsèrent les congrégations du territoire national. La liberté religieuse, oui, mais pas pour les catholiques apparemment. Et en face, les antisémites étaient assez actifs. Si bien que dans le quartier latin, on se battait à coups de canne, et partout en France, quand un adversaire ou un journaliste vous insultait, on s'expliquait en duel. Et enfin, pour couronner le tableau, régulièrement, la troupe tirait sur des ouvriers en grève. Tout cela avait des antécédents. Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, Révolution de 1848, Révolution de 1830, guerre napoléonienne, guerre de la République, terreur de 1793, guerre de Vendée. Mon Dieu, les Français de ce temps-là n'étaient pas des enfants de cœur, et ce n'est certainement pas un petit gazouillis déplacé qui leur aurait fait porter plainte pour incitation à la haine. En ce temps-là, on préférait régler ces différends à coups de poing, de canne à bout ferré, ou encore en homme d'honneur, par un bon duel au pistolet ou à l'épée. Aujourd'hui, nos victimes patentées déclenchent des émeutes nationales quand un policier tue par accident un voyou pris en flagrant délit, et les juges vous envoient en prison, ou au minimum vous mettent un bracelet électronique pour avoir prononcé un mot de travers. Autre temps, autre mœurs. Mais pour revenir à Péguy, on comprend que dans une telle ambiance, entre les torrents de sang de la Commune, littéralement, et les hécatombes à venir de 14, évoquer la possibilité de guillotiner, je cite, un représentant en France de la politique impérialiste allemande, fin de citation, car c'est comme cela qu'en 1913, Péguy percevait Jaurès, entre parenthèses, je ne juge pas, je donne pas raison à Péguy contre Jaurès ou inversement, je cite simplement Péguy. Bref, une telle évocation n'était pas tout à fait déplacée. C'est le moment d'ailleurs de rappeler que Jésus-Christ, le doux Jésus, a lui aussi lancé des malédictions. Toutefois,
Si Péguy n'avait été qu'un pamphlétaire absorbé par les querelles politiques de son temps, quelques historiens spécialistes de la Troisième République le liraient encore aujourd'hui, par obligation professionnelle, et ce serait tout. Or, Péguy est bien plus que cela. On peut dire qu'à une certaine hauteur, l'unité spirituelle transcende la dispersion temporelle. Si je peux me permettre d'être un petit peu poétique, quand on s'éloigne des marais qu'agitent les chicanes et les intrigues, des eaux putrides où grouillent les hommes de clique, les semeurs de zizanie et les hommes assoiffés de domination, on voit l'histoire d'une nation couler comme un grand fleuve, irrigué par ses héros et par ses saints. Péguy, comme beaucoup de ses contemporains élevés au lendemain de 1870, après le choc de la défaite, du démembrement du territoire national et des exils massifs d'Alsaciens et de Lorrains, Péguy avait la fibre nationale. Mais plus que d'autres, il était patriote d'instinct. Anecdote par exemple, à 20 ans, il marche dans Paris et tout à coup il aperçoit sur une plaque un nom de rue, la rue Portefoin. Et là, il raconte lui-même, il est pris aux tripes à la seule vue de ce seul vieux nom François. Donc, vraiment un patriote d'instinct. Et puis, à partir de 1905, de la crise de Tanger, au moment où tout le monde comprend que une guerre avec l'Allemagne va être inévitable, Péguy, comme tout homme en âge d'aller se battre, se prépare à l'idée de mourir. Il faut rappeler qu'il est officier de réserve, donc en plus il fait régulièrement des manœuvres. Bref, il médite sur les motifs d'aimer la France au point de lui sacrifier sa vie et de faire de sa femme une veuve et de ses enfants, il en a 4, des orphelins. Alors d'abord, il s'émerveille de parler la même langue que Hugo, qu'il adore, Pascal, Ronsard. Il s'émerveille d'habiter le même Paris que Saint-Louis, que Napoléon, de vivre à quelques pas de Notre-Dame et du Louvre. Dépositaire d'un tel héritage, Péguy se sent presque indigne d'être né français et d'habiter une telle maison, un tel château avec de tels jardins construits par d'autres hommes au fil des siècles. Il replonge dans ses souvenirs d'enfance et il voit un peuple jardinier, laboureur, artisan, travailleur, ordonné, qui met un point d'honneur à faire de beaux objets, comme le faisait toute la journée sa mère, rempailleuse de chaises. Il voit un peuple singulier qui transforme jour après jour une pluie interminable, accablante, désespérante, en labours et en moissons. Un peuple qui parvient, depuis 14 siècles, à produire du pain et du vin et des belles fleurs et de belles âmes avec des eaux mauvaises, avec des jours mauvais, parce que, dit-il, ce peuple a une accointance particulière avec la petite espérance. Tout ça est dans le mystère du porche de la deuxième vertu, c'est-à-dire de la deuxième vertu théologale, l'espérance, que Péguy voit comme une petite fille entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Et donc, dans ce poème, Péguy, entre autres, médite sur l'histoire de France et sur la singularité du peuple français. Il réfléchit à l'histoire et à la destinée de la France. Notre pays, observe-t-il, n'a pas commencé, je cite, exactement le 1er janvier 1789 à 6 heures du matin. Et il ajoute, toute cette histoire de France est tellement simple. Louis XVI n'étant plus assez roi, fut déplacé par une république plus roi. Roi fainéant, il fut déplacé par la jeune république, comme les derniers mérovingiens, devenus fainéants, furent déplacés par les jeunes carolingiens. Fin de citation. Donc, et là l'image est de Péguy, tout comme les minces canons de 75 modernes
sont les héritiers des gros canons pensus de l'esplanade des Invalides, on peut les y voir encore aujourd'hui. De même, la République est la continuatrice de l'ancienne monarchie. Paradoxe et dépassement. Sous l'opposition factice, scolaire et partisane donc, que le parti intellectuel c'est le nom que Péguy a donné à tout ce groupe de professeurs de Sorbonne et d'intellectuels bourgeois qui ont pris la tête du mouvement socialiste en France. Bref, sous cette opposition que le parti intellectuel a créée de toutes pièces entre France d'avant 89 et France d'après, forgeant d'ailleurs les termes absurdes d'ancien et de nouveau régime, comme si, fait remarquer Péguy, Robespierre n'était pas plus proche de Louis XVI que Louis XVI n'est proche de Henri IV, pour ne rien dire de Clovis. Donc, sous cette opposition factice, Péguy met à jour l'unité profonde de la France. Et puisque la vérité rend libre, en nous libérant de la propagande, nous retrouvons le sens de notre unité, de notre nation, de sa continuité à travers les siècles et en profondeur de notre civilisation. Je cite, « Le soldat romain a mesuré la terre et séparé les peuples en deux. Il y a ceux qui en ont été et ceux qui n'en ont pas été. » Fin de citation. Péguy écrivait cela il y a à peine plus d'un siècle. Il y a un siècle, il faut s'en souvenir, l'Église catholique, et plus encore l'enseignement des humanités, je crois, le latin, le grec, les grands auteurs, dans tout l'Occident, de Budapest en Hongrie jusqu'à San Francisco sur la côte ouest des États-Unis. L'enseignement des humanités, des lettres classiques, unissait tout l'Occident. Et par ailleurs, la papauté avait encore une grande autorité, au moins morale, et l'Église romaine pouvait encore se proclamer, sans trop de ridicule, catholique, c'est-à-dire au sens étymologique universel. La supériorité de la civilisation helléno-latine, une supériorité non pas raciale, ce qui serait absurde et puéril, et pas du tout dans la logique de Péguy, mais la supériorité de ses réalisations, tout simplement, était une évidence, et beaucoup considéraient comme une chance d'être né français, ou espagnol, ou italien, ou à la limite anglais, et d'être héritier de cette grande civilisation helléno-latine. Aujourd'hui, il est certain que la civilisation helléno-latine a pris du plomb dans l'aile. En Europe occidentale même, elle s'est réduite comme une peau de chagrin. Des pans entiers de l'Europe sont arabisés. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Et l'Église romaine ne parle plus latin. Elle est morcelée en des dizaines de langues. Elle ne joue plus qu'un rôle marginal dans des sociétés dont elle gouverna les mœurs pendant des siècles. Aujourd'hui, la civilisation helléno-latine est au mieux un archipel, et quand on voit comment l'eau continue à monter, on se demande parfois si la mer ne va pas tout engloutir. Mais il y a seulement un siècle, la romanité était un vrai continent, et Péguy pouvait encore y détecter des vibrations sismiques de chrétienté médiévale. À une certaine hauteur, le guerrier et le contemplatif fusionnent. Je cite, « La quantité de terre temporelle où on parle français est d'abord mesurée par le soldat français. L'armature militaire est le berceau temporel où les mœurs et les lois et les arts et la religion même et le langage peuvent ensuite, mais ensuite seulement, et alors seulement, se coucher pour grandir. » Aujourd'hui, dans le confort de leur salon et de leur environnement virtuel, peu sont conscients de la précarité de leur cocon. Or, la seule chose qui nous sépare du sort des Yazidis ou des Arméniens, de la torture, du viol et de l'extermination pure et simple, il ne faut pas se le cacher, c'est la poitrine d'un ou deux soldats français. On dit que l'occupation allemande était sombre, et c'est vrai. Mais que dire de la guerre de 100 ans ou du déferlement des Huns sur l'Europe? Attila qui brûlait une ville,
C'était encore autre chose qu'un colonel de la Wehrmacht qui venait présenter ses respects et sa liste de réquisitions à monsieur le maire. Or, ce qui nous pend au nez, ce n'est sans doute pas le retour de la Wehrmacht. C'est plus probablement l'invasion des Huns. Comme un autre Charles après lui, qui l'a d'ailleurs pas mal influencé en passant, Péguy se fait une certaine idée de la France. Je cite, « La France a deux vocations dans le monde, une vocation de chrétienté et une vocation de liberté. La France n'est pas seulement la fille aînée de l'Église, elle a aussi dans le laïc une sorte de vocation parallèle et singulière, elle est indéniablement une sorte de patronne et de témoin, et souvent une martyre de la liberté dans le monde. » Fin de citation. Aujourd'hui, de telles déclarations peuvent faire sourire quand on voit l'état de la France, si peu souveraine et si peu chrétienne, du moins en surface. Mais il faut se rappeler ce qu'était la France à l'époque de Péguy, entre 1873 et 1914. Un demi-siècle avant Vatican II, une large majorité de Français qui vivaient à la campagne consultaient régulièrement le curé du village, qui exerçait une grande autorité morale, envoyaient les enfants au catéchisme et se rendaient à l'église chaque dimanche. La vieille France était encore bien vivante, et dans le monde, même si elle ne pouvait plus rivaliser avec l'Angleterre ni avec l'Allemagne, comme du temps de Saint-Louis ou de Louis XIV, la France restait une puissance respectable et respectée. Pour de nombreux peuples persécutés, dont certains venaient se réfugier en France, polonais, arméniens, juifs d'Europe orientale, la France était symbole de liberté. La France faisait tout simplement rêver. Soyons honnêtes, est-ce que dans les Antilles, au Vietnam, en Afrique, et peut-être même en Bretagne, la France faisait vraiment rêver? Pas sûr. Toutefois, sans ouvrir ici le débat de la colonisation, qui n'est pas le sujet, il convient de rappeler qu'être colonisé par la France, ce n'était pas tout à fait la même chose qu'être colonisé par l'Allemagne. Rappelons par exemple qu'entre 1904 et 1911, dans l'actuelle Namibie, les Allemands, qui avaient des colonies en Afrique de l'Ouest, ont entièrement exterminé deux peuples, les Herero et les Nama, en les enfermant dans des camps de concentration dont les prisonniers étaient tatoués. Les Allemands n'ont pas attendu Adolf Hitler pour commettre des génocides. En passant, quelque chose que peu de gens savent, les premiers camps de concentration ont été mis en place par les Britanniques en Afrique du Sud pour y enfermer les boers, c'est-à-dire des Blancs, les descendants des Hollandais et des Huguenots français qui étaient allés fuir les persécutions dont ils étaient victimes en Europe jusqu'au sud de l'Afrique. Fin de parenthèse. Bref, pour revenir à la colonisation française, tout étant relatif, et je ne suis pas en train de faire l'apologie de la colonisation française, dans laquelle, comme disait Clémenceau, la France a gaspillé son sang et son or, mais en toute honnêteté, je ne crois pas qu'on puisse imputer le moindre génocide à la colonisation française. Aujourd'hui, la plupart des intellectuels sont à ce point aveugles à l'existence des nations qu'ils les passent sous silence dans leur récit de l'histoire. Ce n'est pas la France contre l'Allemagne, la Serbie contre l'Autriche, l'Angleterre contre l'Italie, c'est la démocratie contre le nazisme. Ce ne sont pas les rapports de la France avec le Maroc ou de l'Allemagne avec le Cameroun, c'est la colonisation. Comme si des idées se promenaient toutes seules, désincarnées, et que la liberté affrontait la tyrannie ou la justice, l'oppression. C'est quand même incroyable et assez drôle quand on y pense d'entendre des historiens matérialistes raisonner comme des idéalistes et décrire l'histoire comme une espèce de combat entre des anges, liberté contre tyrannie, justice contre injustice. Mais ce n'est pas une idée qui a bâti des camps de concentration. Ce sont des hommes, et des hommes d'un certain peuple. Par comparaison avec l'Empire allemand, un système de domination par la force,
qui s'exerçait de la Pologne au Cameroun en passant par l'Alsace, oui, tout compte fait, je suis désolé d'avoir à le dire, la France de Péguy, c'était la liberté. Donc, quand Péguy écrit que la France est, je cite, le point d'insertion unique de la liberté dans le monde, fin de citation, du moins quand il l'écrit en 1910, ce n'est pas tout à fait fou. D'ailleurs, dans les années 1950 encore, De Gaulle, selon qui la quantité de liberté dans le monde avait toujours au cours de l'histoire coïncidé avec la grandeur de la France, De Gaulle partageait cette opinion. L'histoire, en passant, n'est pas faite par des intellectuels soupçonneux qui soupèsent en reniflant le moindre milligramme de fautes commises par leurs ancêtres. Elle est faite par des hommes en chair et en os qui sortent pour se battre, comme cette grande génération née autour de 1870 l'a fait en 1914, en se portant à la rencontre des armées allemandes qui déferlaient sur l'Artois, la Picardie et la Champagne, entraînant les jeunes de 20 ans derrière elles. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je me rappelle, j'étais jeune alors, une commémoration du 11 novembre, en 1992 ou 93, rue d'Ulm, célébrée dans un bout de couloir, furtivement comme honteusement. On était vraiment en petit comité, nous étions peut-être 2 élèves, 3 ou 4 messieurs en veste et en cravate, menés par l'historien René Raymond, déposèrent une gerbe sous la plaque qui portait une longue liste sur plusieurs colonnes, comme on en voit hélas dans tous les villages de France. René Raymond a prononcé un bref discours évoquant la résistance au nazisme. Pas un mot sur la France, pas un mot sur ceux de 14. Je me suis alors demandé ce qu'ils pensaient, ceux de 14, dont Péguy, s'ils pouvaient nous voir de là-haut, honteux à l'idée de prononcer le nom du pays pour lequel ils étaient morts. C'était d'ailleurs assez cocasse quand on voyait la liste des Normaliens tués, des dizaines entre 1914 et 1918, couvrant presque toute l'étendue du mur, et entre 40 et 45, 3 pelés et 2 tondus, à peine visibles dans le coin inférieur droit. Mais c'est à un de ces 3 pelés, Jean Cavaillès, paix à son âme, qu'on a fait l'honneur de donner le nom d'une salle de cours. Péguy, on chercherait en vain son nom sur une porte. Et pourtant, Dreyfusard et socialiste, il coche toutes les bonnes cases. Mais il a le malheur d'être mort pour un pays que le parti intellectuel, comme dirait Péguy, veut aujourd'hui déconstruire. Alors Péguy et sa génération, la grande génération, vous savez que les Américains appellent la grande génération ceux qui se sont battus entre 1940, ou plutôt entre 1942 et 1945. Je crois que pour nous, Français, la grande génération, ça a été celle de Péguy, et aussi sans doute la suivante, qui avait 20 ans en 14, celle de Gaulle, entre autres. Donc, cette grande génération française, celle du sursaut, de ceux qui se sont levés en masse, comme à Bouvines, 1214, 1914, même combat, même peuple, même magie. Pour certains, aujourd'hui, c'est un souvenir gênant, embarrassant. Ils ont peut-être une pointe de remords d'être tombés si bas en même pas 100 ans. Oui, vraiment, on peut dire qu'ils sont tombés pour rien, ceux de 14, mais ce n'est certainement pas leur faute. Si quelqu'un a dilapidé leur sacrifice, c'est nous. Aujourd'hui, Péguy, comme De Gaulle d'ailleurs, malgré les éloges assez hypocrites dont on accable la mémoire du général, on lui tourne le dos. C'est un grand-oncle dont on n'ose pas prononcer le nom à table, lors des repas de famille, car il nous fait honte, oui, par comparaison. Car si l'on compare ce que les Français nés autour de 1970 ont réalisé avec les accomplissements de la génération de 1870, je ne suis pas sûr que nous en sortions grandis. Alors faut-il pour autant nous asseoir sur le bord de la Seine, et là, en songeant à 1900, nous mettre à pleurer? Quand on parle de Péguy, le chantre de l'espérance, ce serait un comble. Car si un homme a toujours refusé, malgré la fatigue, de se laisser tomber au bord de la route, c'est bien ce marcheur increvable de Péguy. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, comme disait Victor Hugo. Dans un de ses dialogues, Péguy fait parler Clio, la muse de l'histoire, je cite, « D'autres peuples en appelaient au jugement de Dieu, à la justice de Zeus. Aujourd'hui, ils en appellent au jugement de l'histoire. C'est l'appel moderne, c'est le jugement moderne, pauvre tribunal. Ils prennent le greffier pour le juge, c'est proprement la religion du papier. » Fin de citation. Si Péguy s'arrêtait là, ce serait bien, ce serait intelligent, spirituel, astucieux,
Ce serait d'un bon polémiste, mais ce ne serait pas Peggy. Ce qui fait Peggy, et ce qui fait, je crois, que tous ceux qui l'ont lu, vraiment lu, qui ont pris le temps de lire ces centaines et ces centaines de pages, de subir ces répétitions sans fin, en sachant qu'un joyau allait bientôt sortir, que du torrent allait bientôt jaillir une pépite, une brassée de pépites, ce qui fait donc que tous ces lecteurs aiment tant Peggy, avec une affection poignante, un respect profond, tandis en passant que ceux qui ne l'ont pas lu le classent comme un insecte dans leur tableau grossier, pauvres entomologistes ignorants, comme si l'on pouvait réduire les hommes à des insectes, comme si d'ailleurs on pouvait réduire les insectes à des classifications, voir sur ce point l'essai sur les données immédiates de la conscience d'Henri Bergson, qui fut d'ailleurs professeur de philosophie de Peggy, fin de parenthèse. Ce qui fait Peggy donc, c'est que Peggy ne s'arrête pas là, qu'il va plus loin et même qu'il opère un retournement. Car Clio reprend, je cite, « Tant de faiblesse dans tant de présomption, un sort si misérable, et si évidemment misérable, qui fait chercher des appuis qui ne sont pas plus solides que lui, car ils sont d'autres lui-même. En effet, comment nos descendants seraient-ils meilleurs, plus sagaces ou plus justes que nous ? Peggy renoue ici avec la grande tradition pascalienne et à la source chrétienne de la méditation sur la misère de l'homme. Mais mieux encore, il retrouve le ton des évangiles, car Clio continue, je cite, « Une telle maladresse dans l'orgueil est si désarmante, une telle gaucherie en tout, voilà ce qui fait, dit-elle, qu'on n'a pas le courage de lui en vouloir. » Fin de citation. Dépassant l'ironie, surmontant l'amertume, laissant de côté les querelles privées et publiques, Peggy retrouve le ton paternel, indulgent, compatissant du père qui pardonne à l'enfant prodigue. Et ce qui est extraordinaire chez Peggy, c'est qu'il ne récite pas le catéchisme. Pendant 10 ans, il a rejeté le dogme. Il a milité avec les socialistes, anticléricaux pour la plupart. Mais il renoue par l'intérieur, depuis les profondeurs. Peut-être faut-il dire de la surface, car ce monde moderne n'a guère de profondeur. Mais bref, en fait, par la confrontation de son cœur avec les épreuves quotidiennes de la vie moderne, Peggy renoue avec le tréfonds chrétien, médiéval, qu'il retrouve par la magie de sa poésie dans ses tripes, sa moelle et ses vertèbres, pour parler comme lui. Et c'est seulement ensuite que de l'intérieur, il ressaisit le sens du dogme. Tout en étant engagé, et comment, dans les querelles de son temps, Peggy ne s'y englue pas, il s'en dégage. Il prend une vue élevée sur l'homme, dont il parle avec détachement, compréhension et amitié. Tout autant, et peut-être plus encore que des idées chrétiennes, Peggy retrouve le ton chrétien. Un ton qui s'était, je crois, perdu depuis le Moyen-Âge, depuis Jeanne d'Arc, et peut-être même avant, depuis Saint-Louis, et peut-être même avant, depuis les évangiles. Car la Clio de Peggy, tout comme son Dieu le Père, tous deux, la divinité païenne et la divinité chrétienne, dégagent la même tendresse que les évangiles. Dans le mystère du porche de la deuxième vertu, un long poème consacré à l'espérance, Peggy cite presque en entier, morceau par morceau, la parabole de l'enfant prodigue qu'il commente. Dans une telle poésie, la parabole déteint sur l'œuvre. Elle s'y insère naturellement, sans couture visible, comme dans une tapisserie sans accroc ni raccord. Dans une telle tapisserie, la séparation entre la citation de l'Évangile et le verset de Peggy est indiscernable, tant les deux disent la même chose, avec les mêmes images, dans le même esprit, sur le même ton, avec la même charité, la même foi et la même espérance. D'un vers à l'autre, on ne sait plus si c'est du Saint-Luc ou du Peggy. Quand on lit le mystère du porche de la deuxième vertu, on croit presque lire un 5e évangile. Dieu le Père y parle en personne et sans aucun ridicule. Il s'exprime
avec sa douceur coutumière, celle à laquelle les paraboles nous ont habitués, dans un parler populaire qui devait être celui de Jésus, parlant à des pêcheurs et à des glaneuses, et avec les mêmes pointes d'ironie qui font réfléchir. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. De même, à la fin du mystère, se remémorant la mort de son fils, Dieu dit, je cite, « Environ la 9e heure, mon fils avait poussé le cri qui ne s'effacera point. Tout était consommé. Les soldats s'en étaient retournés dans les casernes. Seul un centenier demeurait et quelques hommes. Un tout petit poste pour garder ce gibet sans importance, la potence où mon fils pendait. Seules quelques femmes étaient demeurées, la mère était là, et peut-être aussi quelques disciples, et encore, on n'en est pas bien sûr. » Fin de citation. En réécrivant la mort de Jésus, Péguy s'inscrit dans une grande tradition. Commenter, citer et méditer la Bible, n'est-ce pas le champ le plus fécond de la littérature, non pas occidentale, car comment Dostoïevski, chantre de l'âme russe, pourrait-il être occidental? Non pas européenne, car comment saint Augustin, évêque d'Annaba dans l'actuelle Algérie, pourrait-il être européen? Mais de la littérature de la chrétienté, pour emprunter à Péguy le seul mot juste. Des confessions de saint Augustin au journal d'un curé de campagne de Bernanos, en passant par l'enfer de Dante, le paradis perdu de Milton, l'histoire d'un pacte avec le diable de Goethe, l'interprétation du châtiment de Caïn par Hugo, ou encore la légende de Jésus qui pardonne malgré tout à son inquisiteur dans les frères Karamazov, la littérature de la chrétienté n'est-elle pas d'abord une longue méditation sur la Bible, son prolongement même, une annexe du grand livre, une confrontation de l'expérience vécue au témoignage des psaumes, une lecture des malheurs et des épreuves de chaque époque à la lumière des anciennes prophéties et avec la consolation de la bonne nouvelle. Péguy, en tout cas c'est certain, ne cesse de confronter les épreuves de sa vie et de son temps au sacrifice consenti par le Christ. Pour terminer, Péguy s'est intéressé à une foule de disciplines, politiques bien sûr, mais aussi métaphysique, sociologie, histoire, historiographie, théologie, esthétique, littérature, pédagogie, économie, gestion, comptabilité même. Il a réfléchi à une multitude de thèmes, on peut en citer quelques-uns, temporels et spirituels, charnels et spirituels, antiques et modernes, païens et chrétiens, chrétiens et laïcs, civils et militaires, république et royauté, public et privé, père et fils, santé et maladie, insomnie, prière, amitié, on pourrait prolonger la liste, et ce, toujours avec la même profondeur, la même sincérité et la même exigence. Lucide, y compris sur lui-même, il est original sans se forcer. Péguy a aussi manié plusieurs formes, l'essai bien sûr, mais aussi le théâtre, la poésie en prose, la poésie rimée. Souvent, il suit une même idée, une même mélodie, on pourrait dire, dans deux tonalités différentes, un peu plus lyrique dans les mystères, un peu plus raisonneuse dans les cahiers. Il y aurait donc encore beaucoup à dire sur Péguy, mais pourquoi ne pas aller le lire ou le relire lui-même? Et je tiens à rassurer ceux qui l'ouvriraient pour la première fois, dans le riche labyrinthe de son œuvre, vous avez plus de chances, malgré ce que certains voudraient nous faire croire, de rencontrer des vérités qu'un minotaure. Péguy était en mouvement, et sa mort, à l'été 1914, dans le grand mouvement tournant des armées françaises à travers le nord de la France, qui revinrent s'arc-bouter contre la Seine, reprirent pied devant Paris, et repartirent à l'offensive dans les plaines de Brie et de Champagne pour remporter la victoire de la Marne, fut bien à l'image de sa vie. Essayons de lui arriver à la cheville. Il y aura des coups durs, et nous n'œuvrons pas pour l'éternité, mais s'il y a une leçon à retenir de Péguy, c'est que nous sommes responsables de la France
et de la langue française et de la chrétienté et de tout ce trésor temporel et spirituel que nous avons reçu pour les quelques décennies que durera notre vie. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette présentation, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça aide à la diffusion. Et si vous voulez découvrir un autre aspect de mon travail, vous pouvez aller faire un tour sur le site des éditions Mnémosyne au www.éditionmnémosyne.com. Le lien est en description. Sur ce, portez-vous bien et que la muse de la mémoire vous inspire et vous guide.